le président américain qui n'a pas ménagé sa peine depuis des semaines maintenant, à la fois pour prévenir les Occidentaux d'une menace imminente et pour imposer des sanctions économiques. Camille Collin, il va participer à ces 3 sommets aujourd'hui, y compris celui de l'Union européenne. C'est le retour du leadership américain, le retour de Joe Biden en Europe? On a senti, en tout cas, rien qu'à la façon dont Joe Biden, le président américain, était accueilli ce matin à Bruxelles, au sommet de l'OTAN, que les États-Unis restaient la pièce maîtresse de l'alliance nord-atlantique. Il est arrivé le dernier, peu avant que le sommet ne démarre, après les 29 autres chefs d'État et de gouvernement, et il était très attendu. Il faut dire que par sa seule présence symbolique, c'est un message que les Occidentaux envoient à la Russie, un message d'unité de l'alliance militaire et de solidité de cette unité. Ça, c'est pour le volet militaire. Le volet économique, vous en parliez tout à l'heure, c'est un peu différent. Le leadership américain risque de se heurter aux positions européennes, à la réalité économique du continent européen, notamment sur la question des sanctions. Joe Biden, vous poussez pour de nouvelles sanctions sur le gaz et sur le pétrole russe. Les Européens n'y seront pas prêts et ça, ce sera tout l'objet des discussions qui vont se dérouler cet après-midi. Vous le disiez d'abord avec les leaders du G7 en début d'après-midi et puis en fin d'après-midi au Conseil européen. Beaucoup, Camille. Jean-Éric Brana, Joe Biden qui vient personnellement, c'est un signe assez fort. Mais est-ce que pour autant, l'Amérique change de stratégie et se retourne à nouveau vers l'Europe? Est-ce que c'est le message qui est envoyé aujourd'hui ou pas? Écoutez, moi j'ai fait un tweet hier dans lequel je montrais l'avion américain avec Biden qui était attendu par tout le monde, disant ça y est, le patron est arrivé. En réalité, c'est une fausse image. C'est une fausse image parce qu'on met de côté les centaines d'heures de négociations qu'il y a eu entre tous ces États. Et Biden avait annoncé pendant sa campagne que la restauration de l'autorité de l'Amérique ne passerait que par la collaboration avec les différents alliés, que désormais on allait négocier systématiquement pied à pied avec tout le monde. Donc c'est vrai qu'il pèse parce que le poids de l'histoire fait que, le poids de l'Amérique aussi, qui est quand même une hyperpuissance inégalée dans le monde. Aujourd'hui on a parlé avec le pétrole, le gaz, mais pas que, le blé, etc. C'est une superpuissance, je crois que Xavier pourra en parler pendant des heures, mais il n'empêche que chaque pays européen a pu négocier dans les sanctions, et on le voit notamment, ils ont résisté pour certaines sanctions, ils continuent à résister pour certains, leur intérêt passe avant, et Biden a accepté que ça se passe ainsi. Donc on est là dans la poursuite de négociations avec du donnant-donnant, on le disait il y a 2 secondes, amener plus de pétrole américain, amener plus de gaz naturel liquéfié, mais pas que, négocier les contrats avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, mais également permettre que l'accord iranien reprenne le bon chemin pour pouvoir libérer ce pétrole-là aussi, tenter avec le Venezuela, oui, c'est ça. Donc on voit bien qu'il y a un effort qui est déployé dans le monde entier pour essayer d'alléger la facture, et Biden, qui n'a vraiment pas ménagé sa peine, essaie d'être un bon partenaire, donc pas comme le faisaient les États-Unis autrefois, tapant du poing sur la table en disant tout le monde est rangé derrière moi, s'aligne. Et ça devrait satisfaire les Européens. Il n'a pas parlé à Vladimir Poutine depuis le début de cette crise, encore Joe Biden? Non, il n'a pas parlé à Vladimir Poutine, et Vladimir Poutine ne veut plus lui parler, puisque désormais il est persona non grata, il est frappé de sanctions de la part de la Russie, donc ça ne passera pas par lui, ça ne passera pas non plus par son ministre des Affaires étrangères qui est frappé par les mêmes sanctions, ni même par Hillary Clinton, qui a, on ne sait pas pourquoi, elle aussi des sanctions. Donc en réalité, Poutine, je disais tout à l'heure, ça nous a ramené 50 ans en arrière, et vraiment 50 ans en arrière, ce qui nous fait douter quand même de l'état du personnage, parce qu'il n'a qu'un interlocuteur actuellement, les États-Unis, et il ne veut pas leur parler. Mais quand on voit dans son discours, il cite tout le temps les États-Unis. Encore hier soir, il expliquait que les États-Unis étaient les pires des diables, et que bien sûr c'était une abomination leur action dans cette guerre. Pour l'instant, les États-Unis n'ont été qu'avec les partenaires européens du G7 ou de l'OTAN, et n'ont pas été plus que les autres, si ce n'est qu'ils ont déployé, effectivement, on le disait tout à l'heure, des hommes davantage en Roumanie et en Pologne. Nathalie Schrin, Volodymyr Zelensky tout à l'heure s'est adressé aux membres de l'OTAN. Il leur a demandé une aide militaire sans restriction. On sait qu'il ne demande plus, en revanche, d'adhérer à l'OTAN. Il sait que la perspective s'est éloignée. Vous attendez quoi de ce marathon diplomatique aujourd'hui ? Du concret, parce que là, c'est vrai qu'on a des sanctions économiques. Je pense que ça peut arriver à déboucher sur quelque chose, mais on a besoin... Il faut être clair, on a besoin d'armes, on a besoin de défendre le pays avant tout, et défendre les femmes et les enfants qui essaient de fuir les grandes villes, par exemple.
On n'a pas du tout d'accès aux villes. On aimerait bien avoir des couloirs humanitaires pour apporter toute l'aide que la France et tous les pays européens nous apportent. Il faut absolument qu'on puisse accéder au pays et il faut peut-être une force extérieure. Je ne sais pas comment ça fonctionne, un couloir humanitaire. Le général nous en dira peut-être plus, mais il faut qu'on puisse accéder au moins et nourrir la population qui reste, parce que ma famille reste. C'est ça, il y a encore des gens qui veulent rester, défendre le pays. Les femmes avec les petits-enfants partent, mais la plupart restent. Il faut les aider. Comment sécuriser ces couloirs humanitaires, ces corridors? Ce sera certainement l'un des sujets abordés dans quelques instants par Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui va s'exprimer. Vous voyez ici cette image en direct, on attend son arrivée. On a parlé de la présence, Sylvia Micone, de Joe Biden, de l'apport de l'Amérique dans cette crise, dans cette affaire. Il y a un apport militaire très important et un petit peu derrière le rideau, si j'ose dire, c'est l'apport du renseignement américain qui est capital. Oui, effectivement, et l'armée ukrainienne en bénéficie depuis le début, carrément en temps réel. C'est vraiment un des points forts de l'aide apportée par les Alliés, donc par les Américains, aux côtés des missiles anti-chars, des missiles anti-aériens. Et cela contribue évidemment à renforcer la résistance ukrainienne depuis le début de l'offensive. Et ce travail, il a commencé il y a très longtemps par les Alliés. Dès que les troupes russes, d'ailleurs, se sont massées à la frontière, le Pentagone avait détecté des exercices suspects, avait prévenu tout le monde, et les forces russes, elles ont pu être caractérisées par les Alliés. Ce sont donc les États-Unis qui sont en première ligne dans le domaine du renseignement, avec une vingtaine de satellites en orbite qui lui permettent de scruter le sol ukrainien. En comparaison, la Russie manque de satellites militaires. Elle en possède de son côté une petite quinzaine. Certains satellites sont capables de percer les nuages pour détecter les masses métalliques. Et puis, à côté des satellites, il y a aussi les avions de l'OTAN, les fameux Hawk, qui permettent de surveiller l'espace aérien des Alliés. Et même sans pénétrer dans l'espace aérien ukrainien, ils peuvent surveiller toute la partie ouest du pays. Ils sont capables de détecter le lancement de missiles balistiques. La partie est du pays reste en revanche le point noir de la surveillance, parce qu'elle est hors de portée des moyens techniques actuels. Il y a une dizaine d'avions de l'OTAN qui volent comme ça en permanence. Et puis il y a également la mer, avec les avions de surveillance des porte-avions en Méditerranée, et notamment le Charles de Gaulle. Tous les mouvements maritimes sont surveillés de très près. Illustration de ces systèmes hyper performants, ces images qu'on a vues hier de Mariupol, des images satellites d'une entreprise américaine qui s'appelle Maxar, dont le gouvernement américain est le principal client et qui fournit depuis le début de cette offensive beaucoup d'images satellites également. De quelle mesure, Général Chauvency, et cet apport des renseignements aide les Ukrainiens? Et très concrètement, quand on parle de renseignements, c'est assez général. Plus précisément, c'est quoi exactement? Où se trouvent, par exemple, les masses de chars à tel endroit? Ça se voit. C'est donc précisément, il y a une unité de char à tel endroit, il y a une unité d'artillerie à tel endroit, il y a peut-être un PC qu'on a pu identifier. Alors on a évoqué d'ailleurs ce matin éventuellement l'identification par d'autres moyens de renseignement des autorités militaires russes qu'on peut éliminer. C'est des choses qui peuvent arriver. Bon, des généraux par exemple. Pardon, oui, géolocalisation, oui, on a parlé effectivement des problèmes d'interception de communication russe qui ne sont pas très protégés, pas très cryptés, ce qui fait qu'on a du renseignement aussi là-dessus. Voilà. Donc le renseignement, c'est tout ça, c'est l'image, c'est le son, je dirais, et puis après, ça permet de dessiner l'ordre de bataille de l'armée russe et de la voir sur une carte sur le terrain et donc de transmettre l'information aux forces ukrainiennes pour éventuellement frapper à coups d'artillerie ou lancer une contre-attaque et ainsi de suite. Et c'est un partage de renseignements qui est sans précédent. Quand on entend certains généraux américains parler, ils disent que ça ne s'était pas vu depuis 35 ans, un tel partage d'informations. Je ne sais pas si vous confirmez ou pas. Je ne peux pas vous confirmer. Nous, on a souvent reproché aux Américains de ne pas tout nous donner, donc ça peut correspondre, c'est fort possible. Mais là, effectivement, il semblerait que effectivement tout soit ouvert pour que l'armée ukrainienne puisse, à défaut d'avoir des soldats américains sur le sol ukrainien, ait le renseignement pour faire la guerre qu'elle souhaite contre l'ennemi russe. Dans un instant, la conférence de presse du secrétaire général de l'OTAN. Quelle aide militaire, quelles sanctions économiques? Ça, ce sera pour la partie G7 et Union européenne, parce que je vous rappelle qu'il y a 3 sommets en un aujourd'hui pour les chefs d'État et de gouvernement occidentaux. On suivra ça donc d'ici quelques minutes. Mais d'abord, un reportage exceptionnel tourné par nos équipes en Ukraine. Ignacio Bornassin est à Mykolaïv, qui est l'une des villes théâtres des combats les plus importants depuis le début de cette guerre. Comment se passe la vie quotidienne malgré cette atmosphère terrible? Regardez son reportage. Dans ce quartier de Mykolaïv, encore épargné par les bombardements, voir les enfants jouer
est la seule chose qui parvient à donner le sourire à Victoria. Tant qu'on n'a pas de sirène d'alerte ou de bombe, il faut profiter de ces instants. Regardez, le printemps revient, le soleil est là, les enfants doivent rester des enfants. Ici, les enfants ont entre 3 et 10 ans, et malgré les apparences, ils sont très conscients de la situation. Je ne vais plus à l'école et je ne peux plus aller faire du sport dans mon club. Je veux que la guerre s'arrête pour gagner ma compétition de karaté. Victoria vit dans cet immeuble, au 9e et dernier étage. Les ascenseurs ne fonctionnent plus. En cas d'alerte, il faudrait trop de temps pour rejoindre un abri. C'est donc dans le hall qu'elle se réfugie. La famille sort peu, la peur des bombes, et même chez elle, Victoria n'est pas très sereine. D'un côté, je sais que le toit d'un immeuble, c'est pas du tout l'endroit le plus sûr. Mais au moins d'ici, je peux voir les bombes et les entendre. Son mari est mécanicien, absent la journée. Elle, son quotidien, c'est prévoir le pire. Réfrigérateur et armoire sont remplis de vivres. En cas de fuite, un bagage est déjà prêt pour les enfants. Et à chaque fois qu'elle sort, Victoria a toujours tous les papiers de la famille. Si je commence à pleurer ou à angoisser, je sais que les enfants le ressentiront et il ne le faut pas. Aujourd'hui, pour la première fois depuis presque un mois, Kirill retrouve sa classe, à distance. Pour Victoria, c'est le signe qu'une vie normale peut reprendre. Elle et sa famille souhaitent rester aussi longtemps que possible chez eux, à Mykolaïv. Voilà donc pour ce reportage à Mykolaïv. On verra dans quelques instants qu'il y a aussi évidemment le théâtre de Mariupol, mais pas seulement, où il se passe pas mal de choses. Toute cette situation militaire que le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, va évoquer dans quelques instants. Vous savez qu'un sommet de l'OTAN est en train de se terminer. Les 30 chefs d'État et de gouvernement étaient présents. On va voir s'il y a des annonces fortes dans quelques minutes. Et puis cette semaine, on a beaucoup parlé des avancées de l'armée ukrainienne qui a repris du terrain sur quelques villes, et notamment aujourd'hui, l'information c'est que l'armée russe à Kiev a reculé. On a aussi eu cette information à la mi-journée de la destruction d'un navire de transport de troupes russes dans le port de Berdiansk. C'est à 80 km de la ville de Mariupol sur la mer Azov. Général Chovancy, il semble en effet que l'armée ukrainienne, avec l'aide du renseignement américain, on vient d'en parler, a fait quelques avancées ces jours derniers, à prendre avec prudence, notamment sur ces images qui nous sont livrées par l'armée ukrainienne, évidemment. Sur le deuxième point, je pense qu'il faut être prudent. On ne sait pas vraiment ce qui a été touché. Il y a une frappe, ça c'est sûr. Et moi je dirais qu'il y a une frappe qui a eu lieu, qui montre que l'armée ukrainienne est capable de frapper là où les Russes sont. Et on le voit. Donc je trouve que bon, c'est un symbole de la résistance de l'armée ukrainienne et de sa capacité à frapper loin, a priori. Maintenant, pour revenir sur Kiev, que vous venez d'évoquer, il y a sans doute un recul, mais un recul, il faut l'expliquer. D'abord, effectivement, on peut supposer qu'il y a une contre-attaque ukrainienne qui a bien fonctionné et qui a repoussé l'armée russe. Néanmoins, depuis ce matin, on entend quand même que les bombardements continuent sur Kiev. Si les bombardements continuent sur Kiev, c'est que l'artillerie est toujours en place. Si l'artillerie est en place, vu qu'elle tire entre 30 et 40 km de portée, ça veut dire aussi qu'il y a toute une force autour qui la protège, blindée et fantassin. Donc peut-être que l'armée russe s'est un peu repliée, mais elle est encore face à Kiev, avec peut-être la réflexion, c'est qu'elle n'a pas pour ambition maintenant, peut-être, de s'emparer de Kiev, et qu'elle est plutôt comme un pôle de fixation pour montrer qu'elle est toujours là, sans aller plus loin. Alors, on ira à Kiev tout à l'heure, Général. D'abord, restons sur cette frappe à Berdiansk. François Giret, vous nous avez rejoint. Bonjour. Est-ce que ça vous a surpris, vous, de voir cette image et la capacité de la marine ukrainienne à pouvoir frapper un bâtiment russe de cette importance? On rappelle, un transport de troupes et de matériel, 1500 tonnes sont transportables sur ce gigantesque navire. Pas trop surprenant, à partir du moment où c'est toujours pareil. Si les Ukrainiens reçoivent du matériel, c'est un matériel relativement performant. Frapper un transport de troupes qui, par définition, ne dispose pas de contre-mesures électroniques, vous y allez directement avec un missile simple et ça donne ce qu'on a pu voir. Si on voyait ça multiplié par 10,
alors là, je commencerai à me poser vraiment des questions. Oui, il y a un téléphone qui sonne, qui fait des bips depuis tout à l'heure. Ça m'inquiétait un peu, mais visiblement, il y a quelqu'un qui est en train de vous regarder. David Doucan nous a rejoint. Il y a une dimension politique dans ce qu'on est en train de vivre également du côté du sommet de l'OTAN. Emmanuel Macron est présent, s'affiche beaucoup. Quel rôle il joue dans cette crise à l'instant où on se parle? Parce qu'au début, il était très présent. Et c'est vrai qu'on a l'impression depuis quelques jours qu'il est un petit peu moins présent, que ce sont d'autres qui s'emparent de la diplomatie. OTAN, G7, sommet de l'Union européenne, ce Conseil européen, pour être plus précis. C'est cette conjonction des trois événements qui, à mon sens, est très importante sur un plan politique aujourd'hui. Quel est l'enjeu? C'est de maintenir ce qui, depuis le début, apparaît de manière flagrante, c'est-à-dire l'unité. L'unité d'un camp occidental, européen, américain, unité, bien sûr, avec des limites. Nous ne sommes pas d'accord sur tout. Sur l'ampleur des sanctions, sur la nécessité de bloquer complètement les importations d'hydrocarbures depuis la Russie. Il y a des discussions des sujets. Mais sur le principe d'une condamnation de Vladimir Poutine, d'un soutien à l'Ukraine autant que possible, il y a un front d'unité. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui et demain à Bruxelles? Sans doute pas des avancées en termes de sanctions très lourdes, supplémentaires, on est déjà à un niveau de sanctions très élevé, mais peut-être une analogie avec ce qui s'était passé pendant la crise Covid, c'est-à-dire l'idée que l'on puisse acheter des hydrocarbures ensemble. C'est-à-dire, vous avez, pendant le Covid, eu cette solidarité européenne qui a consisté à se mettre ensemble pour acheter des vaccins. Alors ça a été très critiqué, etc. Mais enfin, ça a permis d'être dans une position de force en termes de négociation. Est-ce que les Européens vont réussir à adopter la même stratégie pour acheter des hydrocarbures ailleurs qu'en Russie? Parce qu'au fond, ce n'est que lorsque nous aurons réussi à mettre en place un approvisionnement de remplacement, en quelque sorte, qu'on pourra être beaucoup plus efficace et se priver, peut-être encore davantage, des hydrocarbures russes. Je voudrais, si vous permettez, faire un point là-dessus. Parce qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est que l'Europe, la France, ont à leur disposition une source de gaz qui est l'Iran. Et si on assistait à un déblocage complet de la négociation sur le nucléaire iranien, qui semblait quasiment imminente, avec la levée des sanctions américaines sur le gaz, ça peut changer les Européens auraient accès à un marché supplémentaire. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus vite dans cette direction? Est-ce que ce sujet, Jean-Éric Brana, il est discuté? Est-ce que les Américains sont prêts à faire un geste là-dessus? Est-ce que ça fait partie peut-être, en coulisses, dans les couloirs, des conversations entre les chefs d'État? Ah, mais c'est plus qu'un geste. Ça fait 2 mois qu'on dit que cet accord iranien est sur le point d'être signé. Et ce qui bloque actuellement, ça a été d'une part les Russes, qui à un moment se sont méfiés de la signature américaine et disaient que ça se faisait à leur détriment et au détriment des Iraniens. Ensuite, il y a les Iraniens eux-mêmes qui font actuellement monter les enchères. Il faut quand même être sincère là-dessus, puisqu'ils ont bien compris que l'urgence était très forte pour les Européens. Mais on nous annonce un accord imminent, déjà, comme je le disais, depuis 2 mois. Donc, certainement, c'est aussi un des enjeux de ces trois sommets, vous l'avez compris, de se mettre d'accord pour pouvoir avancer encore plus vite, en étant plus transparent de la part des Américains sur ce qu'ils souhaitent, mais pas que. Les Français sont, comme vous le disiez à l'instant, M. Géré, sont partie prenante dans cet accord. Il n'y a pas que les Américains qui sont co-signataires de l'accord JCPOA, donc c'est absolument important. Non, mais ça devrait... Ça devrait... Non, c'est ça. Voilà. Et ça devrait effectivement arriver assez vite. Alors pour parler de Total, effectivement, Total n'a plus le droit de commercer avec l'Iran puisqu'il y a les sanctions américaines qui tombent sur toute entreprise qui ferait du commerce avec l'Iran ou qui utiliserait des dollars pour ses commerces. C'est cette fameuse clause américaine qui peut Et Joe Biden vient aujourd'hui en Europe pour s'assurer qu'il y a une union, en effet, des Occidentaux, parce que là, précisément, sur cette question énergétique, si on a montré un front uni jusqu'à présent, ça risque de se fissurer un peu, quelque peu. Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts à couper ou pas le gaz et le pétrole russe. Moi, je ne suis pas certain que ce soit une fissure que l'on craigne, mais plutôt
Une réticence. Je veux dire, l'Allemagne, pour être concret, a besoin de gaz et de pétrole. Il n'y en a pas. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se chauffer? Il faut simplement parler aux Allemands en disant au jour le jour. Il ne s'agit pas simplement de se déplacer en voiture. Il s'agit aussi de se chauffer, de faire tourner les usines. Enfin, il y a tout ça. C'est la vie quotidienne qui compte pour les Allemands, mais pour nous aussi. Nous avons aussi des intérêts, même s'ils sont moins grands, exactement de la même façon. Pour la plupart des Européens. Il faut donc arriver à trouver, comme c'était très bien expliqué par David Ducon tout à l'heure, des énergies de remplacement, des marchés de remplacement, sans déshabiller les marchés qui existent déjà, parce que si on déshabille l'Asie, qu'est-ce qui va se passer? Les Russes vont pouvoir se tourner, brader leur hydrocarbures à l'Asie, et là aussi, il risque d'y avoir annulation de l'effet des sanctions par le fait qu'il y ait des marchés secondaires. Donc c'est assez compliqué. La question énergétique, c'est vrai, est importante, et tout ça se joue loin du théâtre de guerre où l'horreur reste quotidienne.